transformation digitale, on nous exhorte à démarrer la transformation digitale, on nous parle de nous mobiliser, mais réellement, quelle est l'offre aujourd'hui que nous avons sur le marché? Pour quelles entreprises? Est-ce que toutes les entreprises sont égales face à cette offre ou pas? Et puis, quel en est le coût? C'est la question sous-jacente par rapport à cette thématique. Alors, pour en discuter, j'appelle Monsieur Frédéric Alran, directeur général de SAP Afrique francophone. Sous vos applaudissements. J'appelle Madame Nadia Nahil, directrice des systèmes d'information du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. Un peu plus fort les applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Khaled Benjeloun, directeur produits et services CBI. Allez-y. Monsieur Mourad Mehjoubi, directeur général Afrique de Visiative. Et, last but not least, Monsieur Jawad Benhiddo, directeur général de B-Success et surtout l'un des fondateurs de l'OSIM. Alors, nous avons dans ce panel, on en discutait juste avant, nous avons l'offre et la demande. On va dire on va peut-être commencer par l'offre et puis ensuite voir ce qui se passe au niveau de la demande. Donc, on va commencer par Monsieur Alran, directeur général SAP d'Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, on parle justement de cette offre. SAP équipe aujourd'hui un grand nombre d'entreprises dans le monde, mais aussi au Maroc. On assiste lors de ce mouvement de transformation digitale à plein de solutions digitales, plein d'acteurs qui émergent et qui aujourd'hui proposent des solutions agiles qu'il va falloir à un moment donné plugger, interfacer avec l'ERP. Donc souvent on se retrouve effectivement avec SAP, ce qui est bien. La question, c'est aujourd'hui, les ERP de ce type-là, ont-ils encore leur place à l'heure du cloud et des solutions agiles, Monsieur Alran? Et avez-vous des offres, on va dire, plus adaptées aux TPE, PME, aux entreprises de petite taille? Alors, donc à la première question, est-ce que l'ERP a toujours sa place? Alors je pense que oui, mais la place est un petit peu différente. Dans le sens où SAP a créé l'ERP il y a 42 ans maintenant, en 1972, et qu'aujourd'hui, nous avons plus de 4000 solutions dans notre portfolio. C'est peut-être pas connu de tous, mais nous avons plus de 4000 solutions, que ce soit on-premise ou dans le cloud ou des solutions hybrides. Avant, on parlait seulement de l'ERP. Quand on était à l'ERP, on avait atteint, je dirais, le but ultime. Aujourd'hui, l'ERP existe toujours, mais c'est la fondation qui va permettre la transformation digitale. Quand on parle de transformation digitale, on va parler d'Internet des objets, de blockchain, de machine learning, toutes ces solutions qui sont aussi proposées par SAP, mais de manière intégrée à notre plateforme ERP, qui a elle aussi évolué, je vous rassure, depuis 46 ans, pardon, a évolué pour aujourd'hui, dans notre version la plus récente, qui s'appelle S4HANA, être basée sur une plateforme HANA. J'insiste bien sur le mot plateforme, parce que certains peuvent dire que c'est une base de données, alors que c'est bien plus qu'une base de données. C'est une plateforme qui va permettre justement cette transformation digitale. Alors, ça ne va pas seulement permettre la transformation digitale, vous parliez d'agilité pour le deuxième point. Exact. Donc, je sais que parfois, SAP est considéré comme une grande société. Alors, nous sommes une grande société, mais pas très agile. C'est ce que l'on pense. Alors, de nouveau, si je me reprojette il y a 46 ans en arrière, j'étais déjà pas très vieux moi-même, mais effectivement, il était compliqué de mettre en place un système dit ERP. Avec les nouvelles technologies, basées sur notre plateforme HANA, on est capable, de manière modulaire, avec notre solution S4HANA, d'adresser, ça a été le cas chez un client en Algérie l'année dernière, d'adresser un scope complet de S4HANA en 4 mois.
Comment on fait ça? L'agilité, c'est notamment basé sur des solutions, notre expertise, parce que nous avons plus de 400 000 clients dans le monde, ce qui nous a permis de développer des best practices, les meilleures pratiques, qui vont permettre à nos clients, plutôt que de vouloir réinventer la roue à chaque fois, de s'appuyer dessus et d'aller beaucoup plus vite dans l'implémentation. C'est ce qui nous a permis, notamment dans ce client en Algérie, qui a été fait avec un partenaire, de mettre en place en 4 mois, ce qui me paraît être un délai plus que raisonnable. Tout à fait. Pour mettre en place une solution type ERP. Très bien. Concernant, en fait, donc, toujours dans cet esprit d'agilité, et donc du coup, j'imagine qu'il y a aussi un impact sur le coût et aussi sur la mise en place. Est-ce que les PME, TPE peuvent être concernés par des offres de cette qualité? Alors, la société dont je parle n'est pas une grande entreprise, c'est plutôt une PME au sens mondial du terme. Et puis pour une petite statistique que je peux dévoiler, SAP a 400 000 clients, mais 80% de ces clients sont des PME. Alors ça peut surprendre certains, mais 80% de nos clients sont des PME. Ça fait 14 ans que je suis chez SAP, ça fait 14 ans que je vends à des PME. Donc oui, on est capable, et nous avons pour cela, dans les 4000 solutions, diverses solutions qui vont être adaptées en fonction de la typologie de client. Depuis Business One, qui est notre solution pour les toutes petites entreprises, où on va commencer à 1 ou 2 utilisateurs, jusqu'à S4HANA, qui va être pour nos PME de plus grande taille et les très grands clients, on peut citer des Nestlé ou plus grands. Très bien. Alors, toujours du côté de l'offre, je me tourne vers vous, Khaled Benjelloun. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui accompagne essentiellement les autres entreprises sur la partie infrastructure. De votre angle à vous, en tant que provider justement d'infrastructure, comment vous accompagnez vos clients dans cette transformation digitale? Et je vais vous poser aussi la question, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez pour la PME, TPE? Merci pour la question. Écoutez, nous aujourd'hui, on a vu sur ces dernières années, on était effectivement un fournisseur d'infrastructures. Ensuite, nos clients ont commencé à nous demander de fournir des solutions. Et aujourd'hui, ils nous demandent de fournir des services à très forte valeur ajoutée. Ils attendent de nous de fournir une finalité et non pas une infrastructure. Les demandes et les besoins ont évolué. Par rapport à la transformation digitale, les entreprises aujourd'hui travaillent sur leur compétitivité et c'est le cœur du challenge, c'est d'avoir un avantage compétitif par rapport à la concurrence, qu'elle soit, comme ça a été rappelé ce matin, nationale ou même mondiale. Et aujourd'hui, notre rôle s'inscrit dans cette idée, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises à mettre en place des solutions, des outils qui leur permettent d'avoir un avantage compétitif en interne pour collaborer ou vis-à-vis de leurs clients ou dans leur core business, dans les offres qu'ils mettent en place. Et aujourd'hui, il y a on a vu sur les dernières années une vraie évolution, une vraie prise de conscience avec aussi l'avènement du cloud il y a quelques années, on discutait exclusivement avec les responsables d'infrastructure, les responsables informatiques. Aujourd'hui, les discussions se passent avec les divisions marketing, les directeurs généraux, les budgets évoluent. C'est des budgets marketing parce qu'on discute de l'offre au client final. Donc on a vu une vraie évolution et un vrai challenge. Et aujourd'hui, le cœur de la transformation digitale, c'est l'expérience client, l'expérience utilisateur. On a parlé d'un exemple ce matin avec Uber, qui a créé une société sur la base d'un avantage compétitif majeur. C'est l'expérience utilisateur. C'est l'unique différence, le point de départ de Uber, c'est ça. Et ensuite, ils sont devenus l'entreprise qu'on connaît. Donc par rapport à ça, c'est ce que je voulais partager. Concernant les PME, on a la chance à CBI de pouvoir adresser un portefeuille assez large de clients, que ce soit les grands comptes, les ministères et les PME. Et avec les solutions TPE, cloud, la TPE, la TPE, PME, TPE évidemment, avec les solutions cloud, nous sommes passés d'un modèle d'acquisition à un modèle de consommation. Et c'est là la vraie différence, ça permet aux entreprises d'acheter ce qu'elles consomment et de ne payer que ce qu'elles consomment. Donc l'accès à des solutions très développées, qui coûtent très cher normalement si on voulait avoir les solutions on-premise, se fait beaucoup plus facilement. On a vécu de nombreux exemples, mais aujourd'hui on accompagne aussi bien des banques sur des challenges pour accompagner leurs experts sur toutes les régions pour pouvoir donner une facilité à l'accès au crédit. Et on accompagne aussi des PME dans le retail
pour avoir un historique client, utiliser la data qu'ils ont et sur des solutions qui ne coûtent pas cher du tout. Très bien, donc c'est clair, on a une offre pour les TPE-PME et pour tout type d'entreprise. Et moi, je voudrais interpeller M. Jawad Ben Hitto, parce que là, effectivement, on a eu l'avis, comme on dit, de l'offre. Moi, la question que je souhaite poser à Si Jawad, c'est la discussion qu'on a eue hier. On m'avait dit, on dit offre digitale, mais est-ce qu'il y a une offre digitale? C'est la question. Est-ce qu'il y a une offre digitale? Oui, certainement. Ben, ils viennent de le démontrer. Par contre, moi, ce qui un petit peu m'interpelle, c'est ces deux mots, transformation digitale. Ces deux mots, transformation et digitale. Et en fait, si on les met sur une balance, c'est beaucoup plus de la transformation. Et le digital, il est là. Le mobile, il est là. Le cloud, il est là. Il est offert par les fournisseurs qui font énormément de choses bien. Les capteurs sont là, y compris les caméras, etc. Et puis les capteurs dans n'importe quel élément. Et puis les actuateurs sont là, c'est-à-dire ces capteurs auxquels on ajoute la partie motorisée. Donc la question principale, c'est la transformation. Et cette transformation va aujourd'hui utiliser toute cette offre qui est là, qui est abondante. Et donc la problématique première pour une entreprise, c'est d'abord se dire comment je vais me transformer. Et ce matin, on a eu quelques exemples. On a eu l'exemple en disant, ben tiens, le blockchain, c'est quoi par rapport à un certain nombre de métiers? On a vu que ça peut vraiment faire disparaître des métiers. Et puis, c'est Huttman, après, il a dit, oui, quand on fait la transformation digitale, attention, il y a d'abord la vision, après, on a donc mission, vision, et après, on a l'open innovation, et après, on a un certain nombre de choses, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose, du proof of concept, de quelque chose à transformer. Et en fait, si on le regarde bien, on voit que dans l'histoire de l'informatique, vous voyez, je suis un petit peu vieux, dans l'histoire de l'informatique, on est passé par trois classes de transformation. La première classe de transformation, c'est l'informatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un utilisateur, je veux faciliter mes activités, le travail, ma façon de faire, je fais un appel d'offres ou un cahier des charges, et la DSI ou l'entreprise fait appel à l'ERP ou à des solutions individuelles, etc., et que ça marche. Et le résultat, mon activité, la façon de travailler change. C'est une transformation, mais je suis dans mon département. Et quand je suis dans un ERP, je suis dans un certain nombre de départements avec des intégrations. Ça, c'est jusqu'à les années 2000, pratiquement. Et puis, à partir de 2000, et à partir exactement avec ISO 9001 version 2000, l'activité est devenue process. Et qui dit process, ça veut dire transversalité. Et qui dit transversalité, ça veut dire travailler ou concevoir une activité de bout en bout. Concevoir les choses de bout en bout. Cette histoire de process a vécu depuis l'an 2000 et aujourd'hui, on voit bien que toutes les entreprises se certifient sur, bien sûr, ISO 9001, version 2000 ou jusqu'à version 2015, et puis un certain nombre de certifications. Mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire quoi? Faire les process. C'est un grand pas, c'est une transformation énorme dans l'entreprise. Mais ce n'est pas encore la transformation digitale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je rentre dans un système d'optimisation de la façon de travailler. Le cycle vertueux de la roue de Deming, le PDCA, il est là. Et les journaux d'amélioration, ils sont là. Alors bien sûr, on peut avoir des dérives, etc. sur cette notion-là, mais l'objet, il est là. Ce que ce matin, on a commencé à discuter, c'est de dire, waouh, aujourd'hui, il y a des choses qui sont disruptives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit je suis obligé, parce qu'il y a une technologie, blockchain, pour, je sais pas, pour la bourse ou pour les banques ou pour, etc. Soit parce que, effectivement, là, je ne peux plus demander aux gens de faire plus avec moins d'argent.
mon business model ne tient plus la route, soit pour des raisons exogènes, soit pour des raisons endogènes. C'est-à-dire soit parce que je suis organisé d'une manière qui ne peut plus être comme ça, soit parce que l'extérieur ne peut plus supporter ce que je vais lui demander, je vais lui imposer. Et donc, je suis obligé de transformer. Et transformer, ça commence par, ce matin, on parlait, je ne sais pas, certainement, il y a quelqu'un qui m'a dit sur la première caricature où il y avait technologie disruptive, en fait, peut-être le mot le plus juste pour moi, et ça a été dit par un collègue, c'était de dire le thinking disruptif. C'est d'abord, on réfléchit. Et quand on transforme l'entreprise de cette façon-là, ça veut dire que je ne suis pas en train d'améliorer le process. Je suis en train de le reconfigurer complètement. Je le tourne. Ce qui est quelque chose qu'on interdisait dans la notion de ISO 9001 ou dans tous les ISO. On est en train de le tourner, de vraiment le transformer. Et de le reconfigurer je dirais de bout en bout. Et ça veut dire quoi? Alors peut-être que je vous donne un exemple, comme ça c'est clair. Je vous donne l'idée parce que je suis fils de... Et c'est un bel exemple. Nous avons 1000 chantiers sur la ville, en permanence. Des gens qui font des branchements, des réseaux, etc. Et vous voyez, Et nous avons une centaine de surveillants, de managers de chantier. Et ça veut dire qu'un manager, il a, je sais pas, 6, 7, 8, jusqu'à 10 chantiers à faire. Quand il traverse Casablanca, mais c'est un petit peu la même chose dans les grandes villes, toutes les grandes villes, au Maroc et ailleurs, ben, il lui reste 20 minutes à 30 minutes pour contrôler le chantier. C'est la même chose pour le responsable, parce que ce n'est pas l'IDEC qui fait les travaux, c'est des sociétés de travaux. C'est la même chose pour les sociétés de travaux, les managers des sociétés de travaux. Ils ont 20 à 30 minutes. En 20-30 minutes, est-ce qu'on peut vraiment vérifier la qualité, vérifier la sécurité, faire le travail tel qu'il doit être fait, et qu'on soit vraiment, on dit, ben tiens, ça c'est du travail contrôlé, maîtrisé, et ça va donner un chantier qui est propre, qui est bien, etc. Et ce n'est pas possible. Par contre, si je dis, tiens, j'ai besoin d'une solution, d'une offre, qui va me dire, est-ce que je peux voir ces chantiers de loin, à distance, et les contrôler visuellement? Est-ce que derrière, j'aurai un programme comme un petit peu qui va faire de l'intelligence, qui va être intelligent, comme un petit peu le programme qui est dans les stades de foot. Et on vous dit, celui-là, il a couru je ne sais pas combien de kilomètres depuis le début de match, celui-là, il a fait tant de tirs cadrés, celui-là, il a fait tant de choses. Et donc, vraiment de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui calcule combien de tirs cadrés pour chacun des joueurs. C'est fait informatiquement. Est-ce que quelqu'un peut me dire sur tel chantier, par rapport au workflow, au process, est-ce que ça a été respecté? Est-ce que les critères, est-ce que la sécurité a été respectée? Mais en permanence, et qui peut me dire, attention, là, il y a un chantier, il me visualise un chantier, il me dit, là, c'est pas respecté. Là, il faut agir. Quand je fais ça, vous voyez, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de l'entreprise? Eh bien, les 100 contrôleurs ou managers de chantier, je les rentre chez moi. Et s'il y a une urgence, je les envoie de façon sélective à chacun des chantiers. Et ça veut dire que j'ai tout ce qui s'est passé sur le chantier, il est chez moi et je peux continuer à répéter. Et ça fait une transformation, une réorganisation de fond en comble à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que ce que vous dites par rapport à ce qui s'est dit avant, c'est que la transformation digitale ne va pas se limiter à une solution technique. Donc il n'y a pas une offre comme ça, mais c'est une offre intégrée avec, comme vous avez dit, thinking disruptive, qui est un mot, je dirais, très bien pensé. Et l'entreprise, à ce moment-là, l'entreprise va dire, j'ai besoin de ce système. Et celui qui a ce système, ou ceux qui ont ce système, vont pouvoir offrir ce système. Et donc, on n'est plus dans des solutions faites
a priori, à part la partie infrastructure, et j'en conviens complètement, mais on est dans des solutions qui vont permettre à l'entreprise de changer de business model, de changer de façon de faire, voire de business model. Et ça demande effectivement une offre et un accompagnement et une conduite de changement qui, c'est pas la conduite de changement quand on fait de l'amélioration continue. C'est vraiment au niveau organisation, au niveau mindset, au niveau mentalité, parce que tout ça va demander un travail énorme sur l'esprit de ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et ça va demander à ceux qui offrent cloud, mobile, senseur, capteur, actuateur ou solution, de vraiment de dire j'offre ça parce que c'est comme ça que l'entreprise a décidé de travailler et c'est comme ça qu'il va marcher. Voilà. Très bien. Une réaction, Monsieur Alran, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Benhedou? Oui, comme vous le disiez, c'est une question d'accompagnement et de conduite du changement. Et SAP essaie de travailler là-dessus, notamment en augmentant notre présence auprès des clients. C'est-à-dire qu'on vend une solution, oui, et ça ne suffit pas. Il faut aider nos clients en les accompagnant. Alors c'est aussi pour ça que depuis 2 ans que je suis arrivé, on est passé de 35 personnes à 90 dans la région Afrique francophone, essentiellement basée à Casablanca, mais pour être plus proche de nos clients. Parce qu'ils ont besoin d'aide et on a l'expertise, on doit les aider. Parce que finalement, vendre une solution, c'est bien, ça fait plaisir, mais on ne sera satisfait et fier qu'une fois que la solution sera mise en place et que le changement aura été opéré chez le client. C'est le seul succès qui va être intéressant et qui va nous faire de la publicité, si je puis dire. Tout à fait. Et qu'on rencontre l'expérience utilisateur dont a parlé si justement Khaled tout à l'heure. Exactement. Mourad, à votre signature, donc une entreprise, alors nous vous accompagnons dans votre transformation numérique à grande vitesse pour devenir une entreprise plateforme. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot entreprise plateforme? J'aimerais bien le savoir. Alors effectivement, notre positionnement, pour le rappeler, Visiative, nous sommes éditeurs intégrateurs de solutions logicielles, plus précisément dans la transformation numérique à travers la mise en place de plateformes. Alors pour expliquer ce qu'est une entreprise plateforme, il faut déjà identifier le contexte dans lequel on est, une économie qui est en train de changer. On a parlé de nouveaux business models, une nouvelle concurrence, de nouveaux produits, et du coup, le monde de l'entreprise aujourd'hui fait face à de nouveaux enjeux, l'innovation. L'enjeu du management, on a parlé de la conduite du changement, de l'écosystème, parce qu'on a parlé également avec Khalid de la partie client, mais dans l'écosystème, il y a également les partenaires, les fournisseurs, et également, suite à l'explication autour des process et des workflows, de l'excellence opérationnelle. Donc lorsqu'on va aligner ces 4 enjeux pour l'entreprise, eh bien, quelle est aujourd'hui une des solutions dans cette transformation digitale? On considère, nous, que la plateforme est aujourd'hui la solution qui va permettre d'accompagner cette transformation à travers le décloisonnement des silos au sein d'une organisation. Monsieur le ministre, ce matin, prenait l'exemple des départements qui sont cloisonnés et qui ne parlent pas entre eux. Donc la plateforme va éradiquer ces différents silos et faire en sorte qu'il y ait une communication et une collaboration au sein, en interne avec les collaborateurs, mais également avec l'écosystème. Ça veut dire une interaction. On parle du monde numérique. Aujourd'hui, tout le monde est interconnecté quasiment en temps réel avec son fournisseur, avec son client, avec ses collaborateurs. Et l'entreprise plateforme est ce nouveau business model. On a parlé de Uber, qui est aujourd'hui une plateforme qui est née, qui a concurrencé un marché sur lequel on avait historiquement toujours les mêmes acteurs. Donc l'entreprise plateforme aujourd'hui répond, on va dire, à certains enjeux de cette transformation numérique. C'est un peu l'entreprise ouverte, si je... Alors, je dirais plutôt l'entreprise aplatie, c'est-à-dire que plutôt tout le monde, on va dire, au même niveau et concentré sur justement un processus d'innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, on peut prendre les entreprises aujourd'hui qui sont prêtes et qui sont nées dans cette mouvance, qui sont les startups. On est fiers d'avoir accompagné une start-up marocaine qui a été citée ce matin par Monsieur le ministre, qui est dans l'implantologie. Et grâce à la plateforme, eh bien, elle a su se développer à l'international. C'est grâce à un partenaire local ici avec son expertise marocaine. On a développé maintenant depuis 2 ans au-dessus du métier
qui a été brevetée avec ce sujet d'innovation autour de l'implantologie, une plateforme qui permet de développer son écosystème de partenaires à l'international, de prendre des prises de commandes et d'accompagner tout l'écosystème, dans ce contexte-là c'est des dentistes, sur la formation, l'accompagnement, la mise en place de ce service-là, et tout ça depuis Bourgogne à Casablanca. Justement, ce que vous venez de dire m'interpelle. J'imagine que c'est plus simple d'être une entreprise comme sa plateforme, ou on va dire aplatie, quand on est from scratch. Maintenant, j'imagine quand on est une entreprise installée depuis un certain temps, le coût doit être beaucoup plus important pour se transformer. Tout à fait. Et effectivement, c'est à l'image, on va dire, de la nouvelle génération, les digital natives, qui sont nés dans la technologie. Donc pour eux, ils ne se posent même pas les questions, c'est naturel. Maintenant, les entreprises historiques, lorsqu'on regarde les GAFA aujourd'hui, qui sont des entreprises qui dépassent de loin les entreprises, si je prends l'exemple de la France du 440, on voit Facebook qui existe depuis 14 ans, qui est né dans la technologie. Maintenant, qu'en est-il des structures historiques et qui veulent et qui doivent aller dans cette transformation numérique? Eh bien aujourd'hui, en tout cas, nous, et c'est à l'image de ce que vous avez présenté dans l'introduction de Visiative, c'est qu'on accompagne nos clients sur une démarche. Cette démarche s'appelle la TNGV, transformation numérique à grande vitesse. On est capable d'identifier une structure par rapport à son écosystème, par rapport à son système d'information, par rapport à son organisation, les axes d'amélioration ou de création ou d'innovation pour devenir une entreprise plateforme. Donc avec cette TNGV, on a la capacité à identifier un nouveau service grâce à la plateforme, parce que historiquement, quand j'envoyais des commerciaux sur le terrain pour vendre mon service, aujourd'hui, si je le mets à disposition sur une plateforme qui est interconnectée et que mes potentiels clients vont accéder depuis un smartphone ou depuis une application, eh bien, on va les accompagner dans cette transformation-là. Donc aujourd'hui, effectivement, je reprends ce qui a été dit, il faut être bien accompagné sur cette démarche, et ce n'est pas qu'une question de solution, mais également d'accompagnement autour de cette transformation. Merci Mourad. Alors, on a entendu l'offre à plusieurs reprises maintenant. J'ai laissé Madame Nahil après ces messieurs, parce que là, on est vraiment côté demande, et Madame Nahil a quelque chose à dire, en fait, sur cette offre, justement. En tant qu'utilisatrice de solutions digitales, que pensez-vous des offres existantes sur le marché, que ce soit en termes de solutions, donc gestion de la data, IoT, IA, et aussi de formation pour faire monter en compétence vos ressources. Et je crois surtout que vous avez un point sur la conduite du changement qui est très importante, et le fameux thinking disruptive qu'a cité Sijawad tout à l'heure. Tout d'abord, je remercie les organisatrices et organisateurs de l'OSIM pour avoir donné la parole au ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau, d'apporter sa goutte d'eau au fleuve et d'apporter sa pierre à l'édifice, et surtout de partager aussi son expérience et son vécu par rapport à ce processus. Alors, tout de suite, je peux vous dire « Yes, we can ». Les exemples ne manquent pas, on les a vus déjà sur les panels qui ont déroulé ce matin, et d'autres que je peux partager avec vous par rapport à l'expérience propre du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau. Alors, pour l'histoire, je peux vous faire une confidence peut-être, c'est que je pense le premier utilisateur, si ce n'est pas parmi les tout premiers utilisateurs de la signature électronique, et parmi les organismes qui étaient en fait derrière la sollicitation pour que le texte et cet outil soient une réalité, était le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau, avec nos amis de Barid al-Maghrib, et même avec aussi, avant, avec l'ANRT, merci, l'ANRT. Donc voilà, alors nous avons aussi
pu réussir au Maroc des projets peut-être embryonnaires, mais de systèmes de transport intelligents, ne serait-ce que pour citer le contrôle de la vitesse par radar fixe ou par radar mobile. Et derrière cette infrastructure, il y a tout un édifice fonctionnel qui a été construit avec en fait la mise en liaison sécurisée avec des organismes très importants et très sensibles tels que la gendarmerie royale, la DGSN, la Poste, la justice et j'en passe. Donc et dernièrement, ce n'est pas un secret, le ministère a lancé aussi un appel d'offres dont vous devez avoir pris connaissance, qui est en fait une nouvelle génération de ces mécanismes, enfin pas seulement de contrôle de vitesse, mais je dirais de briques, de systèmes de transport intelligents, donc qui sont amenés à faire le contrôle de la vitesse, pas au moment du passage, mais qui vont agir sur aussi la vitesse moyenne, qui vont contrôler les infractions par rapport aux feux rouges, même au niveau urbain, et aussi le dépassement des lignes continues. Nous avons aussi mis en place des systèmes de re-engineering, vraiment de re-engineering de process. Et là, je pense que c'est important de mettre en place les conditions favorables à l'innovation. On peut innover dans les pratiques de tous les jours, dans les tâches de tous les jours. Et donc, nos relations avec les professionnels, pour ne citer que les auto-écoles, aujourd'hui sont complètement dématérialisé et le client, c'est-à-dire le candidat au permis de conduire, n'a plus à se déplacer à l'administration. Il traite directement avec son premier contact qui est l'auto-école et il y a tout un système automatisé, informatisé qui fait le reste. Nous sommes aussi sur des solutions de nomadisme, si on peut dire, c'est-à-dire qui permettent justement, là c'est un projet qui vont permettre à un contrôleur de chantier sur place de relever toute la donnée, de faire toutes les vérifications et de là où il est, de n'importe où il est, donc interagir avec le système d'information du ministère. Donc si nous sommes arrivés à pouvoir mettre en place ces solutions, alors je vais te citer une dernière quand même qui est, en fait, c'est parmi les applications mobiles aussi qui viennent et qui ont été battus sur cette plateforme. C'est une application de suivi de gestion des infractions au code de la route et qui est en fait, on vient d'enregistrer, de dépasser le 1 million d'utilisateurs et c'est un produit qui a eu le prix panafricain de service public. Donc oui, on peut. Le cas Portnet aussi, on est un formidable exemple et j'en passe. Maintenant, je peux revenir très rapidement sur en fait, la transformation digitale. Qui parle de transformation digitale, on dirait qu'on est c'est une sorte de mutation et ça nous ramène un petit peu au monde peut-être biologique. Il y a des chercheurs au niveau qui se sont attardés à examiner, en fait, à analyser ce phénomène et pour essayer en fait d'identifier l'ADN, les éléments d'ADN réellement favorables à cette mutation, à cette transformation. Je ne reviendrai pas les détails qui ont été exposés avant, mais juste pour dire que, c'est une recherche qui a été conduite en bonne et due forme et qui a analysé les grandes entreprises qui ont réalisé réellement, qui ont réussi réellement cette transformation digitale, pour chercher les secrets derrière cela. Et donc deux facteurs clés, deux dimensions. Une dimension du quoi, le what, et donc ça nous ramène à toute la partie infrastructure, à toute la partie device, à toute la partie même aussi solutions technologiques. Mais il y a aussi une dimension qui a été ressortie plus importante que le quoi, qui est le comment. Et donc ça nous amène à cette obligation de traiter en profondeur la conduite du changement qui doit accompagner ce processus de transformation et de mutation des organisations et particulièrement de l'administration publique. Et c'est à ce niveau-là où vous pensez qu'il y a un manque aujourd'hui en termes d'offres?
je dirais beaucoup plus une nécessité de donner plus d'attention et de traiter avec plus de sérieux de la part, que ce soit du client, que ce soit du fournisseur, donc cette dimension-là. On peut regarder les projets menés à date, menés à aujourd'hui, en tout cas, quand on les analyse, et des fois quand on fait une analyse approfondie, pourquoi tel système ou telle solution n'est pas réellement utilisée au niveau attendu, ou il n'y a pas ce retour sur investissement attendu, on trouve que quand on descend au niveau terrain, surtout pour un ministère comme le nôtre, qui est présent sur tous les territoires nationaux et qui traite de grands secteurs qui ont tous en relation directe avec le citoyen et qui touchent sa vie de tous les jours, on trouve qu'un élément de succès, pour ne pas dire un élément de frein, on peut le lire des deux manières, serait justement cette conduite du changement, serait nécessairement le sponsoring et l'appui vraiment et le portage du très haut niveau, et aussi l'implication de tout le monde. En fait, l'implication comment? L'implication par la démonstration, par l'exemple, comme quoi il y a une réelle valeur ajoutée de telles solutions ou de telles transformations digitales. Alors, je vais rebondir sur votre question pour réinterpeller Khaled et aussi Frédéric. Khaled, tu as parlé tout à l'heure d'expérience utilisateur, d'accord? Madame dit que en fait l'offre serait mieux si effectivement on avait cette conduite du changement. Si Jawad aussi parle du thinking disruptive et de cette offre intégrée, est-ce que in fine des structures comme les vôtres qui fournissent aujourd'hui des solutions technologiques ne vont pas être amenées très bientôt, si ce n'est déjà fait, à être des fournisseurs de solutions tout court, de solutions aux problèmes de leurs clients, avec des solutions fournies dans la foulée, mais plus, c'est-à-dire vous positionnez davantage dans le conseil que, enfin, vous fournissez bien sûr l'infra, mais voilà, sur cette dimension, renforcer cette dimension au sein de vos business et en faire un véritable axe de développement. Alors en fait, aujourd'hui c'est déjà le cas, déjà, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. On a eu des exemples dans les deux sens, où est-ce que à tort ce que vous pourrez penser avec un office, donc le secteur public, qui nous a mandaté de mettre en place une solution de collaboration pour plus de 10 000 utilisateurs, donc un grand office. Et il y avait derrière le leadership, la volonté à tous les niveaux du management de mettre en place cette solution parce que ça allait améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Et donc on a travaillé avec le client pour mettre en place des formations utilisateurs pour expliquer comment utiliser la solution, comment l'utiliser opérationnellement, fonctionnellement, comment la rendre plus facile. Et le projet a été une réussite. Et c'est généralisé ensuite. Vous avez pu surmonter tout ce qui était résistance au changement. Exactement, exactement. Et le leadership et la volonté de l'entreprise à tous les niveaux d'aller sur ce genre de projet est un prérequis primordial pour que ce projet soit une réussite, parce qu'il y a toujours de la résistance, il y en aura toujours, mais aujourd'hui la grande différence entre peut-être le secteur public et le secteur privé, c'est que le secteur public a peut-être un peu le choix, même si aujourd'hui on parle beaucoup de service aux citoyens et de l'amélioration de la qualité du service du secteur public. L'entreprise aujourd'hui, c'est une question de survie. Si elle ne se transforme pas, si elle n'est pas à la page, elle ne survivra pas. Emine tout à l'heure a donné une statistique du CRI, sur les entreprises du Grand Casablanca, qui est assez surprenante, mais qui s'explique effectivement, vu qu'il y a des challenges énormes, le monde est totalement globalisé, et donc aujourd'hui, on a deux cas, celui dont je viens de parler de l'office, et un autre d'une entreprise plus petite, où est-ce qu'il y a eu pour la même solution et la même volonté, mais il y a eu un manque de leadership de la part de l'entreprise et des top managers pour imposer la solution, pour accompagner, pour expliquer. Et la solution, ça a été je ne vais pas dire un flop, mais aujourd'hui, la solution est utilisée à 5 ou 10% de ses capacités, et donc l'utilité voulue n'a pas été atteinte. Donc c'est un challenge. Je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport aux ressources humaines, qui sont aujourd'hui une des grandes problématiques
dans notre secteur en tout cas, par rapport à la compétence de nos ressources et à leur upskilling. Et donc en tant que fournisseur de services de technologie d'information, aujourd'hui on essaie de s'atteler à maintenir un niveau de compétence, à former les gens au Maroc ou à l'étranger, à s'arrimer à des sociétés comme SAP ou d'autres qui sont mondialement connues pour nous améliorer et pouvoir fournir aux entreprises marocaines les meilleurs services et les solutions les plus évoluées pour pouvoir demain affronter et aller en Afrique, qui est une des stratégies du Maroc, pour être compétitif dans ces pays-là et pouvoir nous développer. Très bien. Par rapport à ma question, Frédéric Alran, du fait ça va être une transformation peut-être aussi du cœur de métier des Absolument. fournisseurs de solutions. Et j'aime bien votre question parce que ça nous permet d'expliquer que chez SAP, on veut aller vers cette transformation digitale, mais pas pour la transformation digitale en elle-même, pour innover. Et comme vous le disiez tout à l'heure, innover, ça veut dire qu'on va vers quelque chose qui n'existe pas, a priori, l'innovation. Exact. Et c'est là où on va pouvoir, grâce à notre plateforme, nos compétences et les idées des clients, et peut-être aussi de notre best practice, pouvoir innover. Et il y a un exemple qui me tient à cœur parce qu'il est au Maroc, que je vais citer, ce n'était pas prévu, je n'ai pas demandé au client, donc je ne vais pas citer son nom, mais qui est vraiment innovant. On en parlait tout à l'heure. Nous n'avions pas une solution, on parlait d'une solution de prépaiement pour l'électricité. Nous n'avions pas la solution. Donc avec nos compétences, les compétences du client, Vous l'avez imaginé. les idées et le change management, on a mis en place, et maintenant ce qui est live depuis plusieurs mois, le prépaiement pour l'électricité dans les zones rurales au Maroc. Alors oui, on est satisfait de faire un projet parce qu'évidemment ça a des retombées économiques de revenus pour SAP, mais c'est un projet surtout on est particulièrement fiers parce que de dire que nous avons apporté notre petite pierre à l'édifice avec le client pour amener l'électricité dans les zones rurales au Maroc, oui, on est particulièrement fiers de ça et tous nos collaborateurs également. Vous avez répondu à un besoin qui était précis en adaptant vos solutions. Qui n'existait pas. Voilà. Exactement. On a développé la solution pour le client et pour les citoyens marocains. Et quelque part, je pense que c'est ça le glissement de ces métiers-là. Je pense que, Morad, vous, ce que vous faites, vous êtes dans le conseil, mais je pense que vous, à un moment donné, vous aussi, vous avez besoin des solutions. Donc, ce sont des métiers qui se complètent réellement. Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le client doit, enfin, en tout cas, notre client doit trouver le ou les bons partenaires. Parce que lorsqu'on parle de transformation digitale, on a effectivement plusieurs axes de développement, plusieurs axes d'amélioration ou d'innovation. On peut mettre aussi en face de ça le coût. Quel est le coût aujourd'hui d'une transformation digitale? Alors, on a parlé des startups, des PME, du public, des administrations. En fait, aujourd'hui, il faudrait plutôt poser la question de quel est le coût de la non-digitalisation. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué, les entreprises peuvent mourir, disparaître face à une nouvelle concurrence. Donc il faut démarrer, il faut y aller, il faut démarrer en tout cas un projet à travers bien sûr du conseil, à travers une démarche, les enjeux. On a beaucoup de sociétés qui changent de business model. Donc à partir du moment où on sait où on veut aller, eh bien, on a une feuille de route et cette feuille de route est constructive avec l'ensemble des partenaires qui accompagnent et le coût va évoluer. On est dans une révolution, on en a connu d'autres précédemment et cette révolution va durer encore des années avec bien sûr, on a parlé des objets connectés, on a parlé de la réalité virtuelle, on est en train de parler de l'intelligence artificielle. Donc il va y avoir encore dans 5 ans de nouvelles technologies, de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore. Et à partir de là, eh bien, c'est un flux continu et on doit rentrer dans cette ère-là et y aller progressivement. Si Jawad, le mot de la fin, s'il vous plaît. Par rapport au coût. Par rapport au coût, par rapport aussi Okay. à... D'accord. Juste pour terminer tout à l'heure, 2 mots. Changer, c'est réparer quelque chose qui a mal été conçu ou mal passé dans le passé. Oui. Quelque chose qui ne marche pas dans le passé. Changer, c'est ça. Transformer, c'est créer l'avenir. C'est créer le futur. C'est tout à fait... Dans les deux, il y a une conduite de changement. Mais cette conduite de changement n'est pas la même. Elle ne se fait pas de la même façon, pas avec les mêmes méthodes, etc.
Et il y a vraiment une vraie différence dans l'accompagnement des projets de transformation par rapport à des projets d'optimisation, ce que j'appelle de changement. La conduite de changement, bien sûr, elle est, mais dans les deux cas, elle est vraiment de nature différente. Parce que quand dans le cas de business model, on est amené à gérer aussi l'avenir des hommes et des femmes de l'entreprise. Tout à fait. Et c'est la chose la plus difficile. Et je dirais la plus importante. Maintenant, le coût, allez, tiens, pour réveiller la salle un petit peu, quel est le coût qui te convient, Yasmine? Je sais pas. Moi, c'est en milliards de dirhams. Zéro dirham. Mais je dirais que, pour moi, c'est une question plutôt de retour sur investissement. Je suis devant un changement, une transformation. Elle va m'apporter, voilà ce qu'il va m'apporter, voilà ce que je vais dépenser. Et si la balance, elle est du côté ce qu'il va m'apporter est importante, bien sûr. Oui, mais il faut encore pouvoir se le payer. Hein, même. Pardon? Il faut pouvoir se le payer quand même, si on peut rêver à ce que peut nous apporter une transformation. Après, c'est une question de banque. Voilà. Il y a de leasing, il y a de tout, il y a je ne sais pas quoi, il y a du financement, il y a de tout. Mais c'est vrai que si on ne peut pas continuer comme aujourd'hui, on va mourir. Mais si la transformation est vraiment inéluctable, c'est la porte, parce qu'il va apporter, parce qu'il va permettre à l'usine, à l'entreprise de continuer, on est obligé. Et donc, c'est vrai que cette notion de retour sur investissement, beaucoup de gens disent, mais c'est très difficile dans un certain nombre de cas, par exemple dans tout ce qui est transformation au niveau collaboratif, etc., comment on peut la matérialiser, comment on peut la définir, etc. Oui, on peut la définir, bien sûr, il suffit d'en discuter. Il suffit de mesurer aujourd'hui ce qu'on perd en minutes, en heures, en etc. Moi, j'avais par exemple, à justifier pourquoi on donnerait des terminaux par exemple, à des releveurs ou des encaisseurs. Et c'était pour moi très facile. Mais tellement perturbant pour pas mal de gens dans l'entreprise. Le fait de dire je donne un terminal à quelqu'un qui est connecté en direct, alors c'est pas moi qui l'a fait, il y a des gens qui l'ont fait, de la DIC, de l'IDEC, qui l'ont fait de manière très, très bien, c'est-à-dire vraiment professionnelle, très bien. Mais la justification, imaginez ça, je dis tiens, je donne un terminal mobile. Le releveur, l'encaisseur n'a plus à venir chez moi à l'IDEC. De chez lui, il part au travail. Et du travail, il part chez lui. Si je gagne 1 heure ou 1 heure et demie, juste pour ce trajet-là, d'accord, j'ai gagné sur 200, j'ai gagné peut-être 40 personnes, etc. Et c'est vite fait justifié. Dans certains cas, c'est très rapide de justifier le coût, mais par un retour sur investissement, mais qu'on peut calculer. Il y a toujours une façon, il y a toujours une manière de calculer. Et les experts sont là pour, bien sûr, avec leur métier, avec bien sûr, leur expertise, pour dire voilà ce qu'on perd, voilà ce qu'on gagne par rapport à une transformation. Je vous remercie. Si Jawad, vous vouliez faire un petit mot, un mot de conclusion, s'il vous plaît. Très rapidement, c'est beaucoup plus par rapport au secteur public. Je veux juste rappeler, ça a été dit, mais je crois que c'est bien de le redire, c'est qu'aujourd'hui, l'administration publique n'a pas le choix. Et elle doit y aller. Ça a été annoncé à 2 reprises, ou là, à plusieurs reprises dans les discours de Sa Majesté l'Insro. La gateway nationale, l'utilisation des IT dans le service public, et que ça soit centré vers le client, vers le citoyen, primo, et pour améliorer la performance de l'administration pour son fonctionnement interne secondo. Et je vous remercie. Merci. Zach, tu envoies ton dessin. Alors, je vais vous faire réagir sur les dessins de notre talentueux Zakaria. 2 mots-clés qui vous viendront à l'esprit quand vous allez voir Régie. Vous pouvez nous envoyer le dessin ? Alors, vous voyez ce qu'on voit ? Quelqu'un qui essaie de faire rentrer un bloc, un parallélépipède dans un triangle. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Morad ? Things out of the box. Bien dit.
Oui, tout à fait. Khaled? Je dirais que le prestataire doit être agile et flexible. Oui. Et se transformer en triangle. Très Exactement. bien, d'accord. Nadia? Je crois que ce qui manque à cela, c'est une conduite du changement pour que ça fitte. Bon, Zakaria, il nous en faut un avec conduite du changement. Tu as 2 commandes sur mes tables rondes. Frédéric? Vous avez dit 2 mots, je dirais écoute et adaptabilité. Très bien. Très bien dit. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que on est aux premières années des transformations digitales. On n'a pas encore une histoire faite comme on l'a aujourd'hui par rapport aux ERP, par rapport aux solutions. Et donc, il y a un temps d'adaptation aussi pour que les offreurs puissent vraiment répondre complètement et de façon adaptée à ce que veut le client. Voilà. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce panel qui a été riche et très intéressant. On va prendre une petite photo tous ensemble. Et après, je passerai la main à Hassan Sharaf pour enchaîner sur la table numéro 4. Sous applaudissements, effectivement, j'ai oublié. Merci beaucoup. Encore des applaudissements pour ce panel.